Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Il y a un micro, excusez-moi, avant de démarrer. Bon, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet avant-dernier webinaire sur les métiers du bâtiment. Donc, j'accueille Emmanuel Van Overberg de la Fédération française du bâtiment. Merci d'avoir accepté notre invitation. En deux mots, les clés de l'emploi, donc organisées par la Maison de l'Emploi PLI Mission Locale Métropole Nord-Ouest, consiste en se décompose en 4 parties. Donc, il y en a d'abord eu un zoom sur le territoire Métropole Nord-Ouest, avec notamment les explications sur les parcs et les espaces de coworking. En seconde partie, nous avons donc les webinaires. Donc, on en a le 34e aujourd'hui et ça se termine vers midi avec le 35e. On a également présenté des vidéos sur les métiers, plus pour de l'orientation, sur de l'alternance ou de l'emploi. Et enfin, la grosse partie sont les offres d'emploi, puisqu'on a plus de 1000 entreprises, plus de 1000 offres, pardon, présentées par 230 entreprises différentes, qui sont accessibles donc sur le site Les Clés de l'Emploi. Alors, une petite explication avant de démarrer avec Emmanuel. Vous aurez sur la droite de votre écran un chat où vous pourrez donc discuter, dire bonjour, poser vos questions également. Vous pouvez poser les questions soit sur le chat, soit sur l'onglet questions. Hein, c'est donc bien en haut à droite là. Voilà. Et un petit rappel aussi une fois notre webinaire terminé, vous pourrez le retrouver en replay. Donc dès la fin de l'intervention, qui sera disponible toute l'année. Voilà, Emmanuel, si vous êtes prête, je vais vous laisser la parole. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je vais me présenter. Moi, je suis Emmanuel Van Overberg et je travaille à la Fédération française du bâtiment. Donc, j'y travaille depuis 2004. Je suis d'abord entrée à la Fédération française du bâtiment pour traiter la question de la formation dans le bâtiment, la formation des salariés, notamment du bâtiment. Et puis depuis peu, j'ai repris donc la question de l'emploi, tout simplement parce que dans le bâtiment, nous avons d'énormes besoins de recrutement. Et je suis vraiment ravie aujourd'hui de pouvoir vous parler de nos besoins en recrutement. Et puis, pourquoi pas essayer de tenter de vous convaincre à nous rejoindre dans cette grande famille du bâtiment. Alors, mon intervention va se faire en 3 parties. Je vais d'abord vous expliquer rapidement ce que c'est que la Fédération française du bâtiment, parce qu'on n'est pas forcément connu du grand public. Je vais ensuite m'attarder sur quelques chiffres dans le bâtiment, mais sans trop vous assommer. Et puis, on passera au métier et puis aux compétences et surtout les qualités qu'il faut avoir pour pouvoir entrer dans le secteur du bâtiment. Alors, la Fédération française du bâtiment, c'est quoi? Notre grande mission, c'est d'intervenir auprès des pouvoirs publics pour favoriser les conditions d'exercice de la profession. C'est-à-dire, c'est un exercice de lobbying auprès des ministères, différents ministères, pour pouvoir faciliter l'activité des entreprises du bâtiment. Comme grand exemple, ce que je peux vous donner, c'est par exemple l'instauration de la prime Rénov'. Voilà, le fait d'instaurer une prime Rénov' auprès des particuliers, eh ben, ça augmente l'activité économique de nos entreprises, ça leur donne des chantiers. En département, en région, comme pour le Nord-Pas-de-Calais, on apporte une forte expertise juridique, technique auprès des entreprises du bâtiment. On va les conseiller sur les contrats de travail, on va les conseiller on va leur donner des avis techniques sur des méthodes à employer, etc. Et puis, on a une grosse partie dont je m'occupe notamment, c'est la promotion de l'image de la profession, de ces métiers et de ces entreprises. Donc, on est amené à organiser des visites de chantier pour nos collégiens pour qu'ils puissent connaître le secteur. Moi, je suis amenée effectivement à présenter le secteur du bâtiment auprès de tout public, demandeurs d'emploi, conseillers à l'emploi et même y compris auprès des professeurs et dans les collèges. La Fédération du bâtiment Nord-Pas-de-Calais, c'est 2400 entreprises adhérentes de toute taille. On a des majors, comme on peut connaître comme Ramerie ou Rabot du Tilleul, toutes comme l'entreprise artisanale ou l'artisan qui travaille seul. Et on représente sur le Nord-Pas-de-Calais 30 000 salariés. Alors, sur le Grand Lille, c'est notre secteur qui vous intéresse le plus, on est près de 1000 entreprises. Quelques chiffres sur le bâtiment. Alors, j'ai des chiffres Hauts-de-France. En Hauts-de-France, c'est plus de 33 000 entreprises.
134 000 actifs, donc 134 000, dont 104 000 salariés, 30 000 artisans. Ce que je peux dire de ce secteur, c'est un secteur qui pèse lourd dans l'économie française, puisqu'on est le 3e secteur économique de Hauts-de-France. Donc, c'est un secteur important sur lequel on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. La taille des entreprises, depuis donc les derniers chiffres, dernier comptage qui a été fait en 2019, on est à 82% de petites entreprises, de 1 à 9 salariés. C'est dire qu'on est un secteur artisanal essentiellement, avec des entreprises qui sont présentes partout sur le territoire. Donc, on a effectivement une forte concentration en métropole lilloise, mais il faut aussi vous dire que l'activité, l'emploi, il est aussi dans les entreprises artisanales et les petites structures. Donc, il ne faut pas seulement contacter les plus grosses structures lorsque vous recherchez de l'emploi, mais il faut aussi vous intéresser aux petites entreprises qui sont également pourvoyeuses d'emploi. Sur les 104 000 salariés que compte le bâtiment en Hauts-de-France, la majorité sont des ouvriers. On est sur du personnel de production qui travaille sur chantier. On rencontre de 20% d'employés, techniciens et agents de maîtrise, et 10% de cadres. On peut voir aussi que 71% des entreprises appartiennent au secteur d'activité, ce qu'on appelle le second œuvre, et 29% aux gros œuvres. C'est pour vous dire que le bâtiment a souvent une image de on travaille à l'extérieur, les conditions sont dures, sont pénibles, mais lorsqu'on travaille en second œuvre, on est souvent avec le couvert et à l'intérieur des bâtiments. Donc effectivement, on peut aimer travailler à l'extérieur, mais en cas d'intempérie, effectivement, on a quand même 70% de nos entreprises où vous travaillez en clos couvert ou à l'intérieur des bâtiments. Un petit focus sur les femmes. Alors, effectivement, on compte des femmes dans le bâtiment, principalement donc, sur des postes d'encadrement, de dirigeantes d'entreprise, aussi en employées, en assistantes de gestion. Dans les plus petites entreprises, elles sont même quasiment le bras droit du patron, puisque elles sont presque la pierre angulaire, puisqu'elles sont tout le temps en entreprise et elles reçoivent les compagnons de chantier, elles reçoivent tous les coups de fil, à la fois les clients, elles sont les pierres angulaires. Et puis, on les trouve vraiment très peu sur le chantier. Pourtant, elles sont bien accueillies sur les chantiers et on mène toutes les actions possibles pour qu'elles puissent s'y sentir bien. Notamment, on a des actions avec les fournisseurs, notamment pour alléger tout ce qui est sac de sable, etc., pour que ce soit à leur portée. Elles sont également très, très bien accueillies. Donc, il ne faut pas hésiter, si vous êtes une femme, à vous, ne serait-ce que vous interroger, est-ce que le bâtiment, l'aspect chantier, serait pour moi, ne serait-ce qu'à faire une immersion dans une entreprise de bâtiment pour vous rendre compte un peu des conditions de travail. Mais les chantiers sont tout à fait ouverts aux femmes dans le bâtiment. Le bâtiment, au-delà des chiffres, c'est assez évident, mais j'aime le rappeler, c'est que le bâtiment, c'est un acteur du cadre de vie. Lorsque vous travaillez dans le bâtiment, ce sont des métiers qui servent dans la vie de tous les jours. Sans le bâtiment, il n'y aura pas de stèle, il n'y aurait pas de bibliothèque, il n'y aurait pas d'école, il n'y aurait même pas de maison. Et donc, vous participez également à toute la conservation du patrimoine historique. Et en fait, lorsqu'on rencontre des compagnons de chantier, c'est un sentiment qui est très fort chez eux, c'est de dire que je travaille pour construire du durable. Et ça, c'est vraiment très fort parce que dès qu'ils passent devant ne serait-ce qu'un lotissement qu'ils ont construit ou qu'ils ont été amenés à intervenir dessus, ils y pensent tout le temps. Et ça, c'est vraiment un sentiment de fierté qui ressort des compagnons de chantier et des acteurs du chantier. Le bâtiment relève également les enjeux environnementaux. C'est l'un même des premiers secteurs avec le transport à être fortement impliqué sur tout ce qui est respect de l'environnement, de construire avec des matériaux propres, des matériaux écologiques et dans une logique de développement durable. On rencontre aujourd'hui les bâtiments BBC, basse consommation, et tout est fait, notamment avec les industriels, pour construire à la fois de plus en plus propre, pour mieux gérer les déchets de chantier, et puis également maintenant pour faire appel à tout ce qui est économie solidaire, c'est-à-dire récupérer des matériaux qui peuvent encore être utilisés plutôt que de les jeter à la benne pour construire d'autres bâtiments.
Le secteur, il est pleinement engagé dans tout ce qui est combat contre le réchauffement climatique, et ça depuis de nombreuses années. Et puis, je peux vous dire que ça ne va pas s'arrêter et que ça va continuer à s'améliorer dans ce sens. Le bâtiment, on a souvent une image rétrograde du maçon qui pousse sa brouette et puis etc. Mais l'innovation s'invite dans le bâtiment, notamment avec la réalité virtuelle, le BIM, la conception immersive, qui ont déjà fait leur entrée dans le bâtiment. Quelques mots sur le BIM. Le BIM, c'est le fait de pouvoir concevoir sous forme numérique un bâtiment avant sa construction. C'est-à-dire que avant de construire un bâtiment, on va le représenter sous la forme d'une maquette où tout sera prévu. L'objectif est de pouvoir anticiper les désordres ou ce qui n'aurait pas pu être prévu lors de la phase chantier. Ce qu'il y a de plus coûteux pour un entrepreneur du bâtiment, c'est de construire et de devoir détruire parce qu'il y a eu une erreur de conception. Donc le BIM, il est fait effectivement pour éviter toutes ces erreurs de construction en phase chantier. Ce qui veut dire que dans les compétences qu'on va attendre désormais au niveau du personnel de chantier, au niveau des bureaux d'études, c'est de la compétence numérique. Parce qu'une maquette BIM, effectivement, il va falloir la co-construire. On est sur un travail collaboratif entre plusieurs entreprises. Donc, effectivement, il va falloir co-construire cette maquette avec les autres, apporter les éléments qui nous concernent pour effectivement pouvoir concevoir numériquement le bâtiment le plus parfait possible avant d'entamer la phase chantier. Et c'est aussi, notamment sur le chantier, pouvoir vérifier que, en phase de construction, le bâtiment se monte comme il a été prévu lors de la maquette, en vérifiant sur tablette, par exemple, que tout correspond bien par rapport à ce qui a été prévu. Ce qui fait également leur apparition sur le chantier, c'est l'utilisation du drone, notamment en phase de devis. Par exemple, un couvreur, maintenant, sur d'immenses couvertures, plutôt que de monter, prendre des risques, etc., sur la couverture, va utiliser un drone. Il va pouvoir faire tous ses relevés de mesure et effectivement pouvoir faire un devis sans même monter sur la toiture. Après, vous avez d'autres petits appareils, comme les télémètres numériques qui permettent de prendre des mesures très fines. Et voilà, un tas de petits outils qui arrivent sur le chantier. Et l'utilisation du téléphone, ne serait-ce que pour faire un relevé d'heure, est maintenant courante sur les chantiers. Emmanuel, oui. Je vous coupe 10 secondes. J'en profite pour proposer aux participants de poser des questions, si ça les intéresse. Et moi, j'en aurais une là tout de suite. Le BIM, est-ce qu'on peut comparer à un travail d'architecte, du numérique du coup? Alors, pas le même travail. C'est pas un travail d'architecte. J'ai envie de dire que l'architecte, il va venir dessiner le bâtiment. Il sera vraiment à la toute phase amont. Voilà, il va proposer le bâtiment, il va faire les façades. Par contre, au moment, il va dire voilà, moi j'aimerais qu'il y ait des menuiseries en bois. Par contre, les menuiseries en bois, elles n'ont peut-être pas encore été sélectionnées. Et donc l'entreprise, ce qu'elle va faire, elle va venir mettre l'objet menuiserie en bois sur la maquette. Et dans cet objet, il y aura toutes les références, c'est-à-dire la taille, le poids, la densité du bois, éventuellement même le fournisseur. Il y aura peut-être même le code de référence du fournisseur, de manière, voilà. L'architecte va dessiner le bâtiment et à l'intérieur, tout ce qui est conception, agencement, mise en place des matériaux, ce sera à l'entreprise du bâtiment de le faire. Très bien, merci. Mais il s'appuie souvent sur la maquette de l'architecte pour pouvoir le faire. Je vais vous passer une petite présentation des métiers. Alors, le bâtiment compte plus de 35 métiers. Alors, je ne vais pas passer en revue les 35 métiers parce que ce serait vraiment très fastidieux et un peu rébarbatif pour tout. Par contre, je vais le faire sous la forme de comment se déroule un chantier. Comme ça, on va pouvoir balayer quelques métiers qui se rapportent aux différentes étapes de la conception d'un chantier. Donc déjà, dans le bâtiment, il existe 4 grandes familles, que sont le gros œuvre à la structure, l'enveloppe extérieure, l'équipement technique et l'aménagement finition.
comment fonctionne un chantier? 5 étapes clés qui en fait se succèdent les unes après les autres. Donc il peut y avoir énormément de monde qui interviennent sur un chantier, mais pas forcément au même moment. Et le bon déroulement d'un chantier dépend d'une bonne coordination entre les différents intervenants lors des 5 phases successives de travaux. Et généralement, la personne qui est amenée à coordonner les différents intervenants sur ces 5 phases de travaux, c'est ce qu'on appelle un conducteur de travaux. La première phase, hop, on est sur la conception et les études. Alors ça, c'est une phase qui tend à prendre de plus en plus d'importance, notamment, comme je vous l'ai expliqué avec le BIM, parce que c'est là que seront faites toutes les maquettes BIM. Alors, il ne faut pas croire que le BIM est uniquement réservé à la conception et les études dans les grosses structures. On peut aussi trouver une personne, un technicien de bureau d'études, dans les plus petites entreprises, tout simplement parce qu'elle travaille en sous-traitance avec de grosses entreprises ou sur des gros chantiers. Donc, effectivement, les compétences en bureau d'études, ce n'est pas seulement réservé aux grosses entreprises, mais vous pouvez également les retrouver sur des entreprises d'entre 10 et 20 salariés, où on commence effectivement à trouver des techniciens de bureau d'études dans ce type d'entreprise. La phase 1, c'est une étape qui permet de déterminer la faisabilité du projet en fonction des exigences du client, mais aussi de la réglementation. Des réglementations thermiques, sismiques, ou même ça peut être des réglementations qui sont dues au patrimoine local. On va y retrouver des professions telles que les dessinateurs projeteurs, le responsable des méthodes qui va organiser toutes les étapes de chantier, et puis le maîtreur qui va, lui, quant à lui, établir les prix pour le client. Une fois que le devis a été accepté par le client, la phase chantier peut commencer, et on commence toujours donc par le gros œuvre et sa structure. On va construire donc l'ossature du bâtiment. On va y construire donc les fondations, les murs porteurs. Auparavant, on peut avoir une profession qui s'appelle les déconstructeurs, ce qu'on appelle les démolisseurs, si le terrain était occupé par un ancien bâtiment. On peut y retrouver des désamianteurs, tous ceux qui sont en charge donc de désamianter, d'enlever l'amiante d'un bâtiment. C'est également une profession qui est très recherchée. Les grutiers, les maçons. On peut aussi y avoir les charpentiers bois, tout dépend de la structure du bâtiment. Des coffres-bancheurs pour monter les voiles béton, éventuellement. Et puis, on va également retrouver ceux qui font l'enduit de façade. La phase 3, c'est la phase où on va protéger l'intérieur du bâtiment. C'est-à-dire, on va le mettre en clos couvert. C'est la séparation entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, forcément, on va s'occuper de l'enveloppe. Donc, on va y retrouver la couverture, les menuiseries extérieures, qu'elles soient bois, PVC ou aluminium, la métallerie, si éventuellement il y a une isolation thermique par l'extérieur qui est proposée, et l'étanchéité avec les fermetures et protections solaires. On va également retrouver tout ce qui est miroiterie et les joints de façade. Voilà, tout ce qui concerne l'enveloppe extérieure, de la couverture jusqu'aux joints de façade. En phase 4, on va s'occuper de rendre le bâtiment en un bâtiment fonctionnel. C'est-à-dire qu'on va y installer tout ce qui est équipement technique. On va assurer l'alimentation en eau, en électricité, en chauffage. Donc là, on va retrouver tous les métiers techniques, des lots techniques, la plomberie, l'installation sanitaire, le chauffage, la climatisation, l'électricité, et éventuellement la thermique industrielle. Ça dépend du type de bâtiment. Et la dernière ligne droite, donc voilà, c'est rendre le bâtiment en un lieu de vie pour qu'il soit agréable, qu'il soit habitable, qu'il soit beau. Donc on va y retrouver tous les métiers de l'aménagement finition. La menuiserie intérieure agencement, si vous avez des placards, des dressings à faire, tout ce qui est peinture, carrelage mosaïque, plâtrerie isolation ou revêtement de sol. Et sur cette petite diapositive,
je vous ai fait donc un petit récapitulatif de tous les métiers qui interviennent quasiment sur un bâtiment. Bon, ils n'interviennent pas tous en même temps, mais c'est bien une coordination entre les différents métiers, une succession des différents métiers qui interviennent. Donc là, j'ai parlé des métiers de terrain très techniques, mais autour de ces métiers, il y a d'autres métiers qui gravitent, sans lesquels un bâtiment ne pourrait pas se monter. Il y a notamment le monteur d'échafaudage, notamment sur des très hauts bâtiments ou en rénovation de patrimoine ancien, où vous pouvez avoir d'énormes tours d'étaiement. Donc là, on a des spécialistes de l'échafaudage et de l'étaiement qui interviennent. Les grutiers, qui ont un rôle très important de distribution de la matière première sur le chantier. Les cordistes qui travaillent, leur qualité, c'est principalement de travailler en hauteur, mais aussi d'être polycompétents, parce qu'ils peuvent être amenés à la fois à faire un peu de maçonnerie, ils peuvent faire un peu de peinture, ils peuvent réparer des menuiseries, ils peuvent ne serait-ce que réparer des serrures, etc. Donc eux, on est sur des personnes, leur principale qualité, c'est pouvoir travailler en hauteur, et puis d'être polycompétents sur plusieurs métiers à la fois. Vous avez également le commercial et le chargé d'affaires, sans qui il n'y aurait aucun chantier, puisqu'il faut d'abord prospecter. Le maîtreur qui fait les devis et le conducteur de travaux qui a un rôle de coordination et d'organisation du chantier. C'est quasiment le garant de la réception des travaux dans les délais. Alors, souvent, on me demande la différence entre un conducteur de travaux et un chef de chantier. Le chef de chantier, c'est un manager. C'est lui qui va gérer les zones sur le chantier. Il va voir avec le conducteur de travaux, dire voilà, combien il te faut de gars aujourd'hui ? Pour quelle fonction? Est-ce que c'est de la maçonnerie? Est-ce que c'est de la pose de menuiserie? Est-ce que c'est de la plâtrerie? Quand est-ce qu'il te les faut? Et c'est au conducteur de travaux de dire, voilà, cette phase de chantier se termine à telle date. Moi, il me faut par exemple autant de compagnons parce qu'il y a une toupie à béton qui arrive lundi matin. Si j'ai pas ces compagnons-là, la toupie, c'est pas la peine qu'elle arrive. Voilà. Le conducteur de travaux est vraiment un homme d'organisation. Et j'en profite. C'est pas toujours un homme d'ailleurs, Emmanuel. Je crois que oui, c'est pas toujours un homme. Ça se féminise pas mal. Hein. Effectivement, on retrouve pas mal de femmes sur des postes de conduite de travaux. C'est sans doute notre sens de l'organisation qui veut ça. Ouais, c'est ça. Et puis la dernière étape du projet, alors celle qu'ils attendent tous, c'est la réception des travaux. Donc là, il s'agit de faire le constat de l'achèvement des travaux, de leur bonne exécution et de la conformité au contrat, c'est-à-dire une réception de travaux. C'est l'étape où on peut retrouver les réserves. Par exemple, vous n'êtes pas satisfait d'un travail ou vous trouvez que les prises n'ont pas été mises à la bonne hauteur. C'est à ce moment-là qu'il faut le signaler pour éventuellement faire les réceptions et puis avant d'obtenir vos clés. Alors, suivant la dernière enquête BMO qui avait été faite, donc c'est BMO, c'est besoin en main-d'œuvre, qui avait été faite par Pôle emploi, il y avait 4 métiers qui sont particulièrement repérés en tension dans le bâtiment, que sont le maçon, le couvreur, le métallier et le conducteur de travaux. Cela dit, ce ne sont pas les seuls. Enfin, moi, je suis en contact tous les jours avec des chefs d'entreprise. On cherche également des poseurs en menuiserie. On cherche également des personnes en atelier pour fabriquer les menuiseries. Certaines entreprises ont leur propre atelier. Mais on recherche vraiment dans tout domaine. Il n'y a pas que ces 4 métiers-là qui sont en tension. Même si vous n'avez pas des compétences techniques en bâtiment, mais que vous êtes motivé pour entrer dans le bâtiment, j'ai envie de dire, proposez votre candidature, faites une immersion en entreprise pour voir si déjà l'entreprise vous convient, si le secteur vous convient. Mais vous pouvez très vite apprendre sur le terrain. Mais on a également des besoins en eau technique, en électricité, en plomberie, en maintenance sanitaire. Bon, il ne faut pas s'arrêter sur ces 4 métiers-là. Le bâtiment, c'est surtout le premier employeur du pays. 75% des recrutements concernent des postes d'ouvriers. Parmi les qualités qu'il faut avoir, donc on est sur des savoir-être de base, la ponctualité. Souvent, vous rendez à l'entreprise le matin et puis vous partez en camion avec l'équipe. Donc, si vous partez une fois que le camion est parti, enfin, si vous arrivez une fois que le camion est parti, forcément, vous retournez chez vous. Donc, la ponctualité est vraiment très, très importante dans le bâtiment. La sécurité.
surtout le respect des consignes de sécurité. Il y a eu énormément d'efforts de fait par les entreprises du bâtiment depuis une vingtaine d'années sur la sécurité. On a même notre propre organisme qui gère la sécurité pour les entreprises du bâtiment qui s'appelle l'OPP-BTP. Le respect des consignes de sécurité, c'est primordial. Vous n'allez pas sur un chantier, vous n'allez pas au travail pour avoir un accident ou pour tomber d'un échafaudage ou pour être enseveli. Donc, c'est primordial le respect des consignes de sécurité. Le goût du travail en extérieur, pour certains. Bon, après, je peux très bien comprendre qu'on puisse aimer travailler en intérieur, mais ce qui est bien dans le bâtiment, c'est que si vous ne voulez pas avoir un travail routinier, il faut travailler dans le bâtiment parce que vous changez tout le temps de chantier. Donc ça, il faut le savoir. Il faut aussi être organisé, mais la mobilité, c'est primordial aussi. Vous êtes amené à changer de chantier. Et plus vous travaillez pour une petite entreprise, plus vous serez amené à changer de chantier, parfois même plusieurs fois dans la semaine. Mais c'est très diversifié. Donc, le respect des règles de sécurité, j'en ai parlé. Le travail en équipe, la réactivité, la capacité d'adaptation. L'autonomie est très importante, tout simplement que lorsque vous partez sur un chantier, votre patron, c'est possible que vous ne le voyez pas avant la fin de la semaine. Il est possible qu'il passe. Mais cela dit, il va falloir être autonome sur le chantier, être réactif si vous rencontrez un problème pour appeler soit votre supérieur, soit le patron en direct. Mais effectivement, l'autonomie est une qualité qui est très recherchée dans le bâtiment. Au niveau du bâtiment, je vous parlais un peu des avantages sociaux qu'on peut y avoir. En plus du salaire, donc il faut savoir que les salaires, ce sont des salaires qui sont négociés par la branche tous les ans, donc avec des augmentations de salaire qui sont régulières tous les ans. Et vous touchez en plus des indemnités de repas de l'ordre de 9,98 € parce que vous travaillez sur chantier, que vous n'êtes pas sur un lieu fixe. Ces indemnités de repas, ça représente environ 200 € net par mois. À ça va s'ajouter également des indemnités de déplacement. Vous bénéficiez également d'une protection complémentaire de qualité électro-BTP. Je peux vous dire qu'elle est de qualité. Moi, depuis 2004, j'en bénéficie. C'est très avantageux. Et qui propose également des séjours de vacances proposés pour les salariés. Donc, ça fait, même pour les personnes qui rentrent dans des petites structures, il y a également pas mal d'avantages de ce type. Il ne faut pas se dire que c'est réservé qu'aux grandes entreprises. On a une caisse des institutions sociales auxquelles adhèrent également les plus petites entreprises du bâtiment qui vous offrent également des séjours à prix attractifs, des billets pour des centres de loisirs, des places de cinéma à prix attractifs également. Donc tout ça, c'est pas que réservé aux grosses entreprises. Et lorsque vous recherchez dans le bâtiment, n'hésitez pas aussi à déposer des CV et à déposer des candidatures sur des petites entreprises. Donc, les avantages sociaux dans le bâtiment, c'est aussi pour les jeunes qui sont en alternance, s'il y en a qui nous écoutent, des microcrédits pour l'achat du premier véhicule, des allocations pour financer le permis B, des aides au logement, la couverture complémentaire santé dont bénéficient également les jeunes en alternance, et également toute une palette d'assurances adaptées en cas où si vous recherchez un logement. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle ProBTP, notre mutuelle du bâtiment, qui nous garantit tous ces avantages. On peut préciser aussi le salaire, je pense, Manuel, en alternance, dans le bâtiment, ils sont payés 10% de plus que les… Voilà, tout à fait. On a aussi des accords de branche, notamment en apprentissage qui date de 2005. Et un apprenti du bâtiment gagne plus qu'un apprenti d'un autre secteur professionnel. Et je peux vous dire que lorsqu'on est compagnon, si on rentre au compagnon du devoir, il y a même un effort qui est fait par les chefs d'entreprise pour payer encore plus que les minima de branche. On peut avoir des apprentis en 3e année qui touchent facilement 1 500 € par mois. En alternance. Ça se voit, en alternance. C'est dire que l'effort, il est fait par la profession pour attirer le monde, pour attirer les jeunes. Ce dont je n'ai pas parlé non plus et qui est très important dans le bâtiment, c'est la promotion sociale, qui est très forte dans le bâtiment. Savoir que vous pouvez démarrer au bas de l'échelle très vite si vous êtes autonome, si vous rendez compte à votre patron et si votre travail est sérieux. Travail sérieux, c'est quoi? C'est de réaliser les travaux comme si vous les feriez pour vous.
Vous faites ça pour votre client comme si vous le faites pour vous, tout simplement. Très vite, vous devenez chef d'équipe. Et puis après, vous pouvez monter, être chef de chantier. Il n'est pas rare dans le bâtiment qu'on s'installe, qu'on devienne artisan à son tour après quelques années. Moi, je rencontre énormément de jeunes. Alors souvent, les jeunes, on leur dit tu vas aller dans le bâtiment parce que tu n'es pas bon à l'école. Et ben, je peux vous dire que les jeunes que je vois qui sont rentrés en CAP, soit chez Le Compagnon, soit du Devoir ou du Tour de France, quand je les rencontre et qu'ils me disent ah ben moi finalement effectivement je suis rentrée en CAP et puis maintenant qu'est-ce que tu projettes? Et ben moi c'est de passer ma licence professionnelle parce que je vais m'installer ensuite. Et ben ces jeunes-là à 12 ans, je peux vous assurer on n'aurait jamais parié sur eux pour qu'ils s'installent à 23, 24 ans. Et pourtant, c'est leur projet parce qu'ils ont trouvé leur voie. Le bâtiment, un secteur qui forme et qui qualifie. Il existe plus de 70 diplômes du CAP au BTS. Et effectivement, même si vous commencez en CAP, même au cours de votre parcours professionnel, vous avez toujours la possibilité de monter d'un échelon et de reprendre vos études. Ça, c'est le système français qui est vraiment très, très bien fait. Et même en ne repassant pas de diplôme, vous avez toujours la possibilité de monter dans les métiers du bâtiment. Et c'est encore plus vrai en entreprise artisanale. Il y a effectivement énormément d'offres. Ah, je vous entends pas très bien. Allez-y. J'ai un reverb là. Vous m'entendez bien? Voilà, c'est bon. Je veux dire, il y a énormément d'offres de formation effectivement avec la région. Hein. Le plan régional de formation, voilà. Tout à fait. Le plan régional. Les Greta, etc. Il y a énormément d'offres et les groupes sont finalement pas toujours remplis. Enfin, en tout cas, il y a de la place assez facilement. Voilà, il y a beaucoup de place. La région a mis énormément d'argent cette année et encore plus cette année pour former au métier du bâtiment. Il y a beaucoup de place. N'hésitez pas à vous rapprocher des missions de vos conseillers en mission locale, de vos conseillers Pôle emploi qui sont au courant des ouvertures de sessions de formation. N'hésitez pas à faire des immersions en entreprise. Voilà, pour conforter votre projet avant de passer en formation. Mais effectivement, la région a mis énormément d'argent pour pouvoir former au métier du bâtiment. La voie royale, hein, ça reste la formation, ça reste l'alternance. Donc, n'hésitez pas à vous positionner sur ce type de formation. Est-ce que vous avez des questions? Ben, j'en vois pas dans le chat. Là. Moi, j'en ai quand même quelques-unes. Oui. On parlait des femmes en conductrice, etc. Mais pour les travaux de manutention, tout ça, il y a des machines de plus en plus qui aident les ports de charge, genre les exosquelettes, etc. Enfin, alors ça, c'est peut-être tout à fait, vous allez avoir des exosquelettes, alors peut-être des fois uniquement sur les bras pour soulager notamment le port de charge en hauteur. Vous pouvez avoir aussi des renforts au niveau du dos. Des espèces de grosses ceintures qui va soulager le dos et qui va surtout vous faire en sorte que votre posture soit bien droite si vous devez vous baisser pour prendre une charge. Mais effectivement, tout ça, on est dans de l'innovation qui est déjà arrivée sur chantier. Et en termes de sécurité, déjà ces postures, c'est pas dans l'intérêt d'un chef d'entreprise de pas mettre à disposition ce type de matériel aux salariés. Tout simplement parce qu'un salarié qui est malade, c'est un salarié qui vient pas travailler. Et un salarié qui vient pas travailler, c'est un chantier qui s'arrête, tout simplement. Donc, tout est fini. Pardon. C'était une des critiques, entre guillemets, qui était faite au métier du bâtiment, c'est qu'à 50 ans, on était cassé, quoi. Mais il y a un travail qui est fait là-dessus, quoi. Il y a un travail qui est fait là-dessus, effectivement, pour soulager ce qu'on appelle les TMS, hein, les troubles musculo-squelettiques, avec effectivement des innovations qui arrivent encore même maintenant là-dessus. Par rapport aux collégiens, vous disiez en début de ce webinaire que vous faisiez des actions dans les écoles. Ça se passe comment? Il y a un écho, ça écoute, ça favorise l'orientation sur le BTP? Ça fait depuis plus de 10 ans qu'on a une grosse opération au mois d'octobre qui s'appelle les coulisses du bâtiment, où on fait venir plus de 400 collégiens sur un même jour sur différents chantiers. Donc, généralement, on prend des chantiers emblématiques. Effectivement, on a eu un écho sur le premier choix d'orientation.
C'est-à-dire que avant, on se posait pas la question en premier choix, est-ce que je veux partir dans le bâtiment ou pas. Maintenant, on en voit un peu plus. Après, j'ai fait différentes interventions au niveau des collégiens. Ce qui m'a surpris, c'est que effectivement, ces petites jeunes filles se sentaient pas, c'était pas un métier de femme pour elles, alors que c'est complètement ouvert aux femmes. Donc c'est encore très stéréotypé. Ouais, je me doute. Et pendant qu'on est dans les jeunes, le travail des mineurs, c'est compliqué dans le bâtiment. Question. Le travail des mineurs. Alors, le travail des mineurs reste compliqué, notamment sur le travail en hauteur. C'est-à-dire, un jeune qui voudrait devenir couvreur, il existe des dérogations de la part de la direction du travail s'il souhaite rentrer dans le bâtiment. Parce que bon, c'est difficile d'apprendre la couverture ras de terre, ras du sol, mais il existe des dérogations pour qu'ils puissent rentrer effectivement dans les métiers du bâtiment. Et ils bénéficieront forcément, bien sûr, des mêmes avantages en termes de sécurité, voire plus que les salariés majeurs. Et travailleront effectivement que 35 heures aussi, au maximum. Ok, et donc, question, est-ce que un demandeur d'emploi peut s'adresser à la Fédération française du bâtiment? Vous gérez éventuellement des candidatures ou vous passez par des… Voilà, j'allais y venir. On a un site, on a une adresse mail déjà qui s'appelle emploibâtiment@fb5962.fr. Vous souhaitez effectivement postuler pour une entreprise du bâtiment, voilà. Vous nous envoyez votre CV sur cette adresse mail, vous nous mettez alors de préférence, vous nous mettez sur quel secteur géographique. Si vous avez un métier en particulier qui vous intéresse, vous nous le mettez aussi. L'avantage pour vous, c'est que nous, on va le transmettre et ça tombera directement dans la boîte mail du dirigeant. Donc là, voilà, il ne faut surtout pas hésiter à nous envoyer vos candidatures à cette adresse mail-là. Donc, c'est à destination des employeurs et des demandeurs d'emploi? À destination des demandeurs d'emploi, et puis nous, on transmet aux employeurs. Et la Fédération du bâtiment va également offrir à l'ensemble de ses adhérents une application smartphone, FSB, sur laquelle il y aura une CV Tech. Et donc, le CV va se retrouver directement sur le smartphone grâce à cette CV Tech du dirigeant. Ok, merci. Alors, je vous ai également mis un petit lien YouTube. C'est un petit lien avec une visite virtuelle de chantier. Donc, ça dure 1 heure. Vous avez à la fois la visite d'un chantier tel qu'on peut un chantier classique du bâtiment, et puis également la visite de centre de formation du bâtiment pour vous rendre compte un peu de l'ambiance d'un CFA. Très bien. Je sais pas. Vous avez terminé, Emmanuel, dans les… Moi, j'ai terminé ma présentation. Je suis disponible pour les questions. J'en vois toujours pas. C'est parce que c'est clair, ça va. Bon, tant mieux. Bon, après, voilà, vous êtes toujours joignable. Voilà, je suis toujours joignable. Il ne faut pas hésiter à me joindre sur cette adresse mail-là. Je répondrai volontiers à vos questions si vous en avez par la suite. Ok, on est arrivé à 40 minutes, c'est parfait. On avait dit, on s'était fixé à peu près cet objectif-là. Bon, tant mieux. S'il n'y a pas d'autres questions, j'ai plus qu'à vous remercier de cette présentation très claire, très intéressante. Et j'espère bon courage pour vos recrutements. Oui. Nous aussi, on est confrontés à ça à la Maison de l'Emploi, pour le recrutement dans le bâtiment. Merci encore, Emmanuel. De rien, c'était avec plaisir. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.